Vous êtes bel et bien de le 20h sur TED 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les titres. Le conseil provincial du Bata a affiché son mécontentement quant à la gestion des ressources minières. Il affirme n'avoir perçu aucun franc depuis son installation, alors que les 5% des revenus sont destinés aux collectivités territoriales. Dans ce journal, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à une situation qui dépasse les capacités de réponse des autorités sanitaires. Pendant ce temps, au Kenya, l'opposition réclame un changement politique à l'approche des prochaines législatives. Bienvenue une fois de plus. Le président de la République, Marshal Mohamed Idriss Déby Itno, a décidé dimanche de renouveler sa confiance au gouvernement dirigé par l'ambassadeur Alamay Alina. Pour le politologue Abdrahman Mohamed Moumine, cette démonstration de confiance porte un message, celui d'une attente des résultats dans la continuité de l'action gouvernementale. Écoutez. Par rapport à cette question, il faut dire simplement que le chef de l'État a simplement voulu dissiper les doutes quant au potentiel remaniement gouvernemental. Donc en réalité, le renouvellement de la confiance ne doit pas être considéré comme étant une carte blanche donnée au gouvernement, mais plutôt comme une mise à l'épreuve. C'est en fait pour dire tout simplement que je vous renouvelle ma confiance, mais que vous devrez, n'est-ce pas, vous démarquer par le bilan. Ça porte un message particulier dans la mesure où ça vient à un moment où il y a eu déjà des rumeurs qui circulaient sur un potentiel remaniement gouvernemental. Donc, lorsque vous êtes dans une situation pareille, lorsque le gouvernement, n'est-ce pas, est dans cette situation, quelque part, il ne sera pas tranquille parce que personne n'aimerait voir, n'est-ce pas, céder sa place à quelqu'un d'autre. Et donc, quelque part, on peut voir en cet acte de renouvellement une volonté du chef de l'État de rassurer l'équipe gouvernementale et d'être focus sur son programme politique. Dans le cadre du suivi rigoureux de la politique socio-professionnelle et des projets d'infrastructure promis par le chef de l'État, le chef de la mission de suivi et d'évaluation a présidé lundi 17 août une séance de travail à Koumra, province du Mandoul. Cette première consultation est destinée aux délégués provinciaux et chefs de service déconcentrés de l'État. On en sait plus avec Dominique Gidio, notre correspondant sur place. La rencontre a réuni l'ensemble des délégués provinciaux et les chefs de service déconcentrés de l'État. L'objectif principal de cette prise de contact stratégique est d'évaluer sur le terrain l'état d'avancement des chantiers engagés, de mesurer l'impact réel des promesses présidentielles sur le quotidien des populations du Mandoul et de recenser les éventuels gulots d'étranglement qui ralentissent l'exécution de certains projets. L'évaluation est sans complaisance afin d'avoir une feuille de route claire pour une réponse concrète du chef de l'État. Au cours des échanges, chaque responsable sectoriel, éducation, santé, infrastructure, agriculture, eau et énergie et autres secteurs a présenté un état des lieux détaillé des projets sous sa charge. Les discussions se sont articulées autour des axes prioritaires suivants: taux d'exécution physique et financier, analyse comparative entre les prévisions et les chantiers effectivement réalisés sur le terrain, les contraintes opérationnelles, identification des difficultés logistiques, budgétaires ou administratives freinant la concrétisation de certaines promesses, la proximité avec la population, l'évaluation des retombées directes pour les citoyens, notamment en matière d'accès aux services sociaux de base et de création d'emplois locaux. Le chef de mission a rappelé avec fermeté que les engagements présidentiels ne doivent pas rester au stade des annonces, mais se traduire par des réalisations probantes. Il a exhorté les délégués et chefs de service déconcentrés de l'État à faire preuve de rigueur, de transparence et d'un sens élevé du service public pour accélérer la mise en œuvre des programmes en cours. Cette rencontre marque le coup d'envoi d'une série d'inspections de terrain que la délégation effectuera dans les différents départements de la province du Mandoul pour constater de visu la réalité des chantiers.
Le conseil provincial du Bata interpelle sur la gestion de 5% des revenus miniers destinés aux collectivités territoriales. Lors d'un point de presse, son président Rakhis Ahmad Saleh affirme que le conseil n'a perçu aucun franc CFA depuis son installation et appelle à plus de transparence sur les recettes issues de l'or de Tiaga. Correspondance Abdrahman Mustafa Abdrahman pour les détails. Depuis la découverte de l'or à Tiaga dans la province du Bata en 2015, l'exploitation aurifère s'est développée avec la présence de plusieurs sociétés minières, notamment Jemia Group, Managem, Bravo Lena, Abu Rashid, Miredex, Jemia Group, Al-Moudiawarat et la société Hassasi. Mais sur le terrain, une question revient de plus en plus où se trouvent les 5% des revenus miniers destinés aux collectivités territoriales du Bata. De nombreux jeunes et femmes s'interrogent sur les retombées de cette richesse extraite du sous-sol de leur province. C'est dans ce contexte que le président du conseil provincial du Bata, Rakhis Ahmad Saleh, a tenu lundi 17 août 2026 un point de presse à Ati en présence des autorités de la société civile, des opérateurs économiques, de jeunes et de femmes. Selon Rakhis Ahmad Saleh, depuis l'installation officielle du conseil provincial du Bata le 26 février 2025, aucun franc CFA n'a été perçu par le conseil provincial au titre des 5% des recettes minières. Le président affirme avoir adressé plusieurs correspondances aux administrations concernées, rencontré les services compétents et sollicité des informations auprès des sociétés minières et du Trésor. Mais selon lui, les réponses obtenues restent insuffisantes. Il demande ainsi plus de transparence, la traçabilité des recettes minières et un mécanisme clair permettant de suivre les 5% destinés aux collectivités territoriales. Rakhis Ahmad Saleh évoque également les préoccupations liées à l'environnement, au respect des engagements sociaux des sociétés minières et à l'emploi des jeunes du Bata. Le président du conseil provincial lance un cri de cœur au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, afin qu'une solution soit trouvée et que la province du Bata puisse bénéficier effectivement de ses droits sur les revenus issus de ses ressources minières. Dans le cadre de ses missions de contrôle, de prévention de risques sanitaires et de protection de la santé publique, la police sanitaire municipale de la ville de N'Djamena a effectué ce 18 août 2026, dès 5 h du matin, une descente d'inspection sur les lieux de débarcation des viandes en prévenance des abattoirs du N'Djamena. Mikila Odette pour les détails. Cette opération consiste à vérifier l'état des viandes, leurs conditions de conservation, de transport ainsi que règles d'hygiène autour de la chaîne de distribution. Sur le terrain, les agents de la police sanitaire municipale ont procédé au contrôle nécessaire pour situer les bouchers et les revendeurs sur les exigences d'hygiène et de salubrité. Soucieuse de protéger la population, la police sanitaire municipale a insisté sur le respect strict des mesures d'hygiène des uns et des autres. Elle a particulièrement recommandé le port obligatoire des équipements de protection individuelle, notamment les tenues appropriées, les gants, les bottes, les cache-nez et les galoches. À travers cette démarche préventive et de contrôle, la police sanitaire municipale veut renforcer la surveillance de la chaîne de distribution des viandes et mettre à la disposition de la population des denrées alimentaires saines, propres à la consommation. Elle traduit aussi la volonté de la mairie de la ville de N'Djamena de maintenir une vigilance constante en matière de sécurité alimentaire en faveur de la protection de la santé publique et de l'assainissement dans la capitale. Le premier comité directeur de la délégation provinciale de la santé et de la prévention du Mondoul au titre du premier semestre de l'année 2026 s'est tenu ce 18 août sous la présidence du secrétaire général de la province du Mondoul, Dimas Didouboum, en présence des partenaires du secteur de la santé. Cette rencontre constitue un cadre de concertation et d'évaluation des actions menées dans le domaine sanitaire au cours du premier semestre 2026. Dominique Didéo.
Ce comité directeur constitue un cadre de concertation et d'évaluation des actions menées dans le domaine sanitaire au cours du premier semestre 2026. Elle permet aux responsables sanitaires et aux différents partenaires d'examiner les résultats obtenus, d'identifier les difficultés rencontrées et de dégager des perspectives pour renforcer la qualité et l'efficacité des interventions sanitaires dans la province du Mandoul. Le délégué provincial de la santé, Dr Ndoué Djonga, dans son intervention, a situé le cadre avant d'inviter tous les acteurs impliqués de la santé de faire de ce cadre un rendez-vous pour relever les défis sanitaires. Le thème de notre comité directeur est en lien avec la question de la médecine numérique, et surtout dans un contexte où aujourd'hui l'intelligence artificielle devient comme un outil de leitmotiv pour les acteurs de développement que nous sommes. Alasra Josué, point focal UNICEF représentant les partenaires pour sa part, a renouvelé la volonté des partenaires à accompagner le système sanitaire pour l'atteinte des objectifs. Président les travaux, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedoum, a salué l'engagement des acteurs du secteur de la santé et des partenaires, tout en les encourageant à renforcer leur collaboration afin d'améliorer durablement l'offre des soins et la santé des populations du Mandoul. Le comité directeur constitue un cadre d'échange, d'analyse et de prise de décision. Il permet aux différents acteurs du système de santé d'apprécier objectivement les résultats obtenus, d'identifier les insuffisances, de partager les bonnes pratiques et de convenir ensemble des mesures nécessaires pour améliorer durablement les performances de notre système de santé. Ce comité directeur réaffirme ainsi la volonté des autorités provinciales et sanitaires de poursuivre les efforts en faveur du système de santé plus performant et accessible à l'ensemble de la population. La 17e réunion de la conférence des parties prenantes COP17 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est ouverte depuis le 17 août en Mongolie. En Asie jusqu'au 28 août prochain, les décisions finales et accords majeurs sont focalisés sur le financement et de la restauration, autant pour moi, des sols et de la place du pastoralisme dans la politique de la protection de l'environnement des États membres. Pafinjori Omer. En compatibilité avec le thème de cette 17e réunion de la conférence des parties prenantes de la conférence des Nations Unies sur la désertification, restaurer les terres, restaurer l'espoir, le débat à action actif, la transformation de plus de 70 plans nationaux d'irrigation, de stockage des eaux de pluie et de culture déjà soumis par les États en projet opérationnel concret sur le terrain. À cet effet, il s'agirait à chacun de ces 197 pays membres de ménager son portefeuille pour accélérer la concrétisation de promesses financières pour atteindre 12 milliards de dollars sur une période de 7 ans octroyée aux nations vulnérables. Les participants placeront aussi l'élevage extensif et la mobilité des éleveurs nomades au cœur des politiques globales pour éviter les conflits agriculteurs et éleveurs dans certains pays. Autant de stratégies intégrées, verbales sur le papier, pour freiner la dégradation des sols, la sécheresse, s'attaquer à l'agrobusiness. Des études écologiques ont montré qu'à l'échelle mondiale, la désertification et la dégradation affectent 40% de la superficie terrestre et chaque année, 100 millions d'hectares de terres saines deviennent improductives. Ces phénomènes ont de répercussions directes sur la vie de 3,2 milliards de personnes et entraînent des coûts économiques estimés à 880 milliards par an, ont-elles révélé. La terre qui nourrit l'humanité depuis si longtemps est désormais sous pression de la dégradation des sols, le réchauffement climatique, la déforestation, les mauvaises pratiques agricoles et la monoculture. De la COP 1 à la COP 17, le monde est toujours à la recherche des réponses concrètes à la désertification. Le traditionnel résumé de l'actualité internationale en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à une situation qui dépasse les capacités de réponse des autorités sanitaires contre l'épidémie d'Ebola.
Mobilisation au Kenya, l'opposition réclame un changement politique à l'approche des prochaines législatives. Et puis en Somalie, pour le contrôle de la ville stratégique de Baidoa, des violents combats, autant pour moi, ont éclaté Fanta Assoui. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo se propage rapidement à une telle échelle qu'elle dépasse désormais les capacités de réaction des autorités sanitaires. C'est ce qu'a déclaré Trishna Opor, coordinatrice des interventions d'urgence chez Médecins sans frontières. Selon les données gouvernementales publiées dans la nuit de dimanche à lundi, l'épidémie a fait 2325 morts sur 4945 cas enregistrés. Le bilan dépasse ainsi celui de l'épidémie de 2018 à 2020 qui avait fait 2299 morts sur 3481 cas. Les dernières données font état de 101 nouveaux cas et de 33 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Plus de 100 000 personnes se sont rétablies, tandis qu'environ 730 autres sont toujours hospitalisées ou placées en isolement. Face à cette propagation rapide, Médecins sans frontières estime que la situation est particulièrement préoccupante. L'Organisation mondiale de la santé avait déjà alerté sur le risque de voir cette épidémie prendre une ampleur exceptionnelle. Pour rappel, l'épidémie d'Ebola qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 reste à ce jour la meurtrière jamais enregistrée avec plus de 11 000 décès. Au Kenya, les élections législatives de l'année prochaine occupent déjà l'agenda politique. Des dirigeants de l'opposition se sont rendus dans le comité de Homa Bay dans le cadre du mouvement Linda Wanashi qui appelle à un changement politique en vue du prochain scrutin. Devant une foule de partisans, le député de l'opposition Babu Owino a déclaré que le pouvoir du peuple était plus fort que celui des dirigeants en place. Les responsables de l'opposition ont également remis en question le soutien dont bénéficie le président kenyan William Ruto dans plusieurs régions du pays. En Somalie, enfin, de violents affrontements ont éclaté lundi à Baidoa, une ville stratégique du sud-ouest du pays. Les combats ont opposé les forces fédérales à des combattants fidèles à l'ancien dirigeant régional Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagarin. Selon le gouvernement somalien, l'offensive a débuté vers 5 heures du matin avec des attaques contre plusieurs positions de l'armée. Mogadiscio accuse les forces de Laftagarin d'avoir bénéficié du soutien de combattants du groupe islamiste Al-Shabaab et d'avoir utilisé des véhicules chargés d'explosifs. Les forces gouvernementales affirment avoir tué près de 30 combattants lors de leur riposte. Des habitants interrogés par l'AFP ont fait état de plusieurs heures d'échanges de tirs dans différents quartiers, faisant plusieurs morts et blessés. Médecins sans frontières a également confirmé avoir pris en charge plusieurs victimes dans ces structures de santé. En terminant sport, le Tchad a participé du 13 au 15 août à Maroua au Cameroun à Open International sous-régional des judo lors de cette compétition qui a réuni plusieurs pays de l'Afrique centrale. Les judokas tchadiens se sont démarqués en finissant deuxième. Ils ont glané 8 médailles dont 4 en or. Selon le président de la Fédération tchadienne de judo, Yamita Hassan Tété, c'est un sacre qui permet désormais aux Tchadiens de préparer les prochaines compétitions, notamment les Jeux olympiques suivis. Suite à la participation de nos judokas au tournoi international de Maroua, comme vous tous, on est très fiers. C'est une grande fierté pour la fédération, tout comme pour le Tchad. Vous le savez, depuis quelque temps, on est à une période de latence où la Fédération tchadienne de judo n'a pas pu participer aux différentes compétitions pour des raisons que vous les connaissez tous. Et Dieu merci, depuis le début de l'année, donc les choses ont changé au niveau du département. Et je remercie le nouveau ministre en charge des sports qui a bien voulu nous écouter et tendu la main à toutes les fédérations sans distinction, et il a fixé un objectif qui est clair, que chaque fédération doit se mettre au travail. C'est dans ce sens que nous avons sollicité l'aide du gouvernement pour participer aux différentes compétitions et la réponse a été positive. Et nous avons pu participer avec 11 judokas et nous avons eu 8 médailles. L'objectif visé est surtout qui ressort dans notre plan d'action quadriennal
qui est la qualification au moins de 2 judokas aux Jeux olympiques. Nous, bien avant, aux derniers Jeux olympiques, nous avons eu la qualification d'un judoka. Voilà, et nous sommes fixés pour avoir 2 qualifications. Et avec ces progrès sur le terrain, comme vous l'avez constaté, nous allons se préparer aux prochaines compétitions. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.